C'est une image vraie ou manipulée, mais qui fait le tour du monde et qui devra redessiner en silence la carte sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, engagé depuis des années dans une lutte sans merci contre le terrorisme, viendrait de franchir un Rubicon de technologie et de stratégie, l'acquisition de missiles balistiques. Et jamais une armée du Sahel n'avait affiché une telle puissance de feu, mais au-delà de la parade militaire et de la fierté nationale, une question brûlante s'installe sur toutes les lèvres. À quoi serviront ces engins de précision? Sont-ils l'arme ultime pour traquer les groupes armés dans les zones les plus reculées ou le signal d'une nouvelle doctrine de dissuasion face aux puissances régionales et même internationales? Entre souveraineté retrouvée et crainte d'une course aux armements, le Burkina Faso est-il en train de changer les règles du jeu au Sahel et quels sont les risques pour l'équilibre sécuritaire de la sous-région? Dans le forum de ce dimanche 18 janvier 2026, nous décryptons ce tournant balistique entre stratégie militaire, enjeux politiques et pression diplomatique. Nos invités sont en place pour l'analyse géopolitique de ces armes inédites qui seraient acquises par le Burkina Faso. Au plateau, Didier Nouridine Nalou. Didier, bonjour. Bonjour Gilles Bocor, bonjour à tous et bienvenue. Merci pour vos accoutrements royaux. Didier Merci. est journaliste et expert en communication pour un changement de comportement social. Il dirige la structure Africa Développement en abrégé Africa Dev. En sa compagnie, l'homme qui ne bouge pas, l'homme qui n'a pas bougé, l'homme qui attend les missiles balistiques, son Excellence Sogoyou Kegewe. Bonjour, Excellence. Bonjour Gilles, bonjour encore une fois à nos téléspectateurs et spécialement à ceux du Burkina, puisque le débat va tourner encore autour du Burkina. Bonjour à eux spécialement et bonjour aussi aux auditeurs, puisque l'émission passe aussi sur la radio de New Health. 90.5 90.5, voilà. Lomé. Missile balistique entre griffes vers un basculement de l'équilibre régional, point d'interrogation, plus 228 96 08 43 43. Si vous souhaitez enrichir cette émission via vos contributions, écrivez, pas d'appel s'il vous plaît. Vous pouvez également participer à l'émission à travers les réseaux sociaux qui nous relaient en direct, notre chaîne YouTube New TV et notre page Facebook. Et chers invités, pour la première question, faisons comme Fontanelle. Assurons-nous bien du fait avant que de nous inquiéter de la cause. Didier Nouridine Alou, le Burkina a-t-il acquis ou non des missiles balistiques intercontinentaux ces derniers temps? Bon, l'information, vous l'avez rappelé dans votre introduction, elle est surtout passée sur les réseaux sociaux. C'est sur la toile que l'information a beaucoup circulé. Et les autorités burkinabées, il faut le rappeler, n'ont pas communiqué sur cette acquisition. Mais il faut dire que de manière générale, les États ne communiquent pas souvent sur ces genres de choses. Ce n'est pas, d'ailleurs même en Afrique, ce n'est pas une tradition pour les États africains et même plus généralement dans le monde, il y a beaucoup d'États qui ne communiquent pas vraiment sur les acquisitions. Donc c'est des armes stratégiques qui servent à exercer son influence et à combattre à très longue portée, mais qui en réalité ne fait pas, encore une fois, l'objet de communication. Toutefois, nous avons quand même essayé de vérifier certaines sources. Il y a des sources qui sont généralement très bien renseignées, qui font la cartographie des armes qui sont disponibles dans chaque État à l'échelle mondiale. Et ces sources, c'est des instituts, c'est des organisations qui sont spécialisées en cette matière. Vous avez une organisation comme le CIPRI, Arm Transfer Database, qui est basée par exemple en Suède. Et nous avons scruté un peu le site de cette structure et cette information... Vous n'avez pas de traces des armes? Non, on n'a pas de traces. Même en Afrique, et même le site de l'UROCA. L'UROCA, c'est une organisation, enfin c'est une structure de l'ONU. C'est la structure qui est officielle, qui permet à l'ONU d'avoir donc les bases de données officielles des armes et des munitions qui sont disponibles au niveau de chaque pays. Mais même sur le site de cette structure qui est reconnue, il n'y a vraiment pas de traces
apparente de ces armes qui sont disponibles. Mais toutefois, nous parlons quand même, les réseaux sociaux, on parlait c'est récent. On nous parle de fin décembre et début janvier. Donc c'est récent. Si cela était vrai, ça se comprend que pour l'instant, que ces informations ne soient pas encore disponibles sur les bases et sur les bases de données de ces sources qui crédibilisent généralement la disponibilité en armes. Donc, on ne communique pas sur ces genres de choses et donc nous allons faire nos analyses à partir évidemment de suppositions, pour être clair. Mais en réalité, si on regarde un peu le contexte sécuritaire de la région, si on regarde un peu la nouvelle dimension que prend aujourd'hui le monde en matière de droit international, du respect du droit international, en matière de pression. Vous prenez un pays comme les États-Unis aujourd'hui, vous avez vu comment le Venezuela a été tout simplement traité. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a une restructuration carrément des rapports diplomatiques qui est en jeu aujourd'hui. Si on peut aller tout simplement chercher un chef d'État chez lui et le faire prisonnier dans un pays, vous voyez que le monde, encore une fois, n'est vraiment plus sûr. Et à partir de ce moment, et le Burkina est un pays, est un cas particulier. Si vous regardez chaque fois, on parle des tentatives de préparation de coup d'État à partir donc, de pays voisins. Et ça, on ne va pas revenir sur ces questions-là ici ce matin, mais vous savez que les autorités burkinabées ont souvent dénoncé des préparations subversives qui tendent effectivement à les déstabiliser. Mais le type d'armes dont il est question ici, à savoir les missiles balistiques, il faut d'abord dire que c'est des armes qui tirent à une très grande distance. Vous avez, selon les missiles, vous avez des missiles balistiques qui font dans les 1 km, 2 km, 10 km et peut-être même plus. Et que ce sont des missiles qui sont... 10 km, pardon, je parle de 100, je veux parler de 10 000 km. Oui, voilà, donc je rectifie, je veux parler de 10 000 km. Voilà, donc à partir de ce moment, on voit que c'est des armes très puissantes, très rapides, difficiles à détecter puisque c'est des armes qui se propulsent à partir d'un moteur qui propulse généralement les fusées et que ces armes volent très haut à la différence des armes de croisière qui, elles, sont plus aéronautiques. Donc là, on parle d'armes qui volent très très haut et qui retombent très rapidement sur des cibles. Donc quand on parle de missiles balistiques, il s'agit de tirer sur des cibles qui ne bougent pas. C'est des cibles qui sont fixes. Et à la différence des drones, des avions de chasse, etc., d'autres types d'armes qui peuvent pourchasser des cibles. Donc quand on regarde un peu cette situation, on peut dire que oui, effectivement, le Burkina Faso et les pays de l'AES ne veulent plus travailler simplement sur des cibles qui bougent, mais veulent travailler et veulent se prémunir, exercer leur influence, se doter d'armes et d'une stratégie nationale de défense qu'il sert d'outils plus de dissuasion. Parce qu'en réalité, les missiles balistiques, c'est plus des armes de dissuasion. Alors, il faut rappeler que nous avons approché quelques autorités burkinabèses sur la question. Elles sont restées plus ou moins évasives, en bottant en touche. Donc, pas de confirmation, pas d'information également sur ces missiles balistiques. Excellence Sogoyou Kegewe, vrai ou faux, le Burkina a-t-il acquis des armes balistiques? Je ne suis ni le financier, ni l'armurier du Burkina. Donc, s'ils ont acquis ces armes avec leur argent, je ne suis pas leur financier, donc je ne peux pas attester que j'ai décaissé tel montant qui équivaut au prix des missiles balistiques. Je ne suis pas l'armurier non plus. Quand ils ont amené ces missiles là où ils les ont gardés, ce n'est pas moi qui garde la place pour attester qu'effectivement, j'ai vu venir des missiles balistiques qui ont été stockés à tel endroit. Ce que je vais dire, effectivement, la nouvelle s'est beaucoup éparpillée sur les réseaux sociaux. Or, aujourd'hui, avec l'IA, il n'y a pas meilleur endroit que les réseaux sociaux pour intoxiquer les gens.
Donc nous, en tant que faiseurs d'opinion, nous devons d'être, disons, prudents, parce que moi, ça me ferait beaucoup de la peine d'affirmer que le Burkina, qui est un pays ami, un pays frère, un pays que nous aimons, un pays que nous soutenons, d'affirmer qu'il a quelque chose alors qu'il ne l'a pas. Ce serait ça équivaudrait même une accusation à tort. Maintenant, que le Burkina ait les armes de longue portée ou non, mais la vérité aujourd'hui, dans notre monde, c'est que tout le monde est en guerre contre tout le monde. Et il n'y a pas des pays en Afrique qui sont plus en guerre que les pays du Sahel. S'ils prennent des dispositions pour se prémunir contre les attaques, mais ces dispositions sont les bienvenues. J'ai entendu des gens qui disent que les terroristes, pas besoin de missiles pour combattre les terroristes. C'est vrai, on n'a pas besoin de missiles de croisière pour taper sur les terroristes à la frontière du Bénin ou du Togo ou du Ghana. Le Burkina n'a pas besoin de ça. Mais on sait, on connaît les pays qui soutiennent les terroristes. Donc si je ne peux pas combattre les terroristes avec des missiles de croisière, mais je vais taper sur la gueule de ceux qui les hébergent. Parce qu'il faudrait qu'un jour, les pays de l'Afrique de l'Ouest qui se vantent sous le label CEDEAO, un label terroriste, qui se vantent du label CEDEAO et qui hébergent des gens dont l'objectif clair, net, affiché est de déstabiliser le Sahel, mais il faut traiter le mal à la source. Si, ne serait-ce qu'à cause de ces gens, 2 ou 3 bons missiles peuvent apporter de l'ordre et la paix. Donc moi je dis que missiles de croisière ou non, missiles balistiques ou non, les pays du Sahel, dont le Burkina, ont entièrement raison de s'équiper parce que leurs ennemis, ce n'est pas 2 ou 3 types aux pantalons coupés en sandalettes dans le désert, mais c'est des bureaucrates, des terroristes en col blanc assis dans les bureaux climatisés des villes et des pays qu'on connaît. Mais s'il faut un jour envoyer un missile là-bas pour calmer les nerfs de tout le monde, il ne faut pas hésiter. Parce que eux, quand ils envoient tuer les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens, mais on ne dit rien. Il n'y a plus de justice internationale. Il n'y a pas la CEDEAO. Il n'y a pas l'Union africaine. Il n'y a pas l'ONU. Quand le président américain Trump se lève, va prendre un chef d'État légalement élu, le mettre dans un avion pour le débarquer aux États-Unis et l'envoie devant un tribunal, l'ONU est où? L'ONU ne dit rien. Donc, il est tout à fait clair qu'aujourd'hui, chacun doit se défendre. Les gens qui me font pitié, c'est les nègres, quelques nègres, assis quelque part, le sourire toujours jusqu'aux oreilles, parce qu'ils disent « Ah, moi j'ai un ami blanc. Hein. » Mais les blancs que tu dis sont tes amis là, eux-mêmes se cherchent. Eux-mêmes sont terrorisés. Depuis qu'on a enlevé Maduro, il y a certains qui craignent d'être enlevés. Donc tu n'as pas d'amis qui puissent te protéger. Le blanc ne te protégera jamais parce que lui-même, actuellement, il est préoccupé et occupé à se protéger lui-même. Donc, missile balistique au Burkina ou non, nous laissons le temps au Burkina, si tel est le cas, d'éclairer nos lampions un jour. Parce qu'effectivement, on a des amis là-bas, bon, tu appelles, tu demandes, ils te disent, oh, bon, moi, je ne sais pas. Hein. Bon, d'accord, ton ami te dit, il ne sait pas. Alors, tu ne vas pas savoir à sa place. Comme l'a dit notre ami Didier Alou, même sur les sites officiels où on recense ce genre de transactions militaires, mais les acquisitions viennent d'être faites. Peut-être les rapports ne sont pas encore montés au niveau de ces institutions-là. Toujours est-il que je soutiens pleinement le Burkina s'il avait ses armes. Je soutiens pleinement les pays du Sahel s'ils avaient ses armes. Plutôt que de simples missiles balistiques, mais il faut des Satan 2, il faut des Oreshnik. C'est seulement avec ça qu'on peut faire taire les arrogants. Les arrogants qui, au lieu de gérer leur pays, passent leur temps à déstabiliser les autres pays. Parce que, écoute, Gilles, dans la sous-région, tous nos pays ici, ils ont des problèmes. Pourquoi chaque dirigeant ne peut pas se consacrer à gérer les problèmes de son pays, de ses populations, mais consacre toute son énergie, son argent, son temps à vouloir déstabiliser les pays du Sahel. Donc, moi, je dis qu'il faut que chacun s'occupe de ses oignons. Si tu laisses ton pays, tu viens t'occuper de moi,
Moi, mes missiles Oresnik, tu les auras. Alors, les images que vous avez vues tout à l'heure, les images de missiles, il faut les prendre avec beaucoup de prudence, parce qu'il y a des publications qui estiment que certaines de ces images ont été générées par l'intelligence artificielle. À prendre avec beaucoup de prudence, donc. Alors, Didier, vous l'avez dit, les missiles en question, les missiles balistiques ne sont pas adaptés à une guerre contre les groupes mobiles, enfin, et dispersés. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une arme contre le terrorisme ou d'un message envoyé aux puissances étrangères et même aux États voisins? Oui, c'est ce que je disais à la fin de mon propos tout à l'heure. Et ces genres de missiles de très longue portée, et en plus qui servent à détruire des cibles qui sont fixes, on peut dire que dans le contexte de la lutte antiterroriste, ces genres d'armes ne sont pas vraiment adaptés. Mais en réalité, comme je l'ai dit tantôt, les missiles balistiques sont les genres d'armes dont les pays doivent disposer à titre totalement dissuasif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde. D'ailleurs, même, je vais vous donner une citation et vous savez déjà de qui vient cette citation. Alors, quelqu'un a dit récemment que pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. C'est Emmanuel Macron qui l'a dit il y a quelques jours lors de la présentation de vœux avec l'armée française. Ça veut dire quoi? Et il a précisé que depuis son arrivée à la tête de la France, que le budget de la France en matière d'armement a totalement doublé. Et que cette augmentation répond à l'analyse que les services français ont faite par rapport à la menace qui pèse sur leur pays. Et il parlait, vous savez que l'armée française a toujours considéré que la Russie est une réelle menace, non seulement pour l'Europe, mais aussi pour la France en particulier. Donc si eux, ils arrivent à faire ce genre d'analyse, et qu'à partir de ces analyses, ils réajustent leur budget d'armement, et nous autres en Afrique qui sommes assaillis par le terrorisme ils nous ont envoyé. Mais vous avez cité Macron, je peux vous citer un autre président qui estime qu'il n'a que faire des engins blindés parce que les terroristes n'utiliseraient pas Gilles. d'armes blindées. Gilles, j'ai entendu des gens plaisanter, c'est une méchante plaisanterie, pour dire que les Africains comptent sur le Dieu d'Israël, alors qu'Israël a des bombes atomiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Macron il dit? Que pour être quoi? Pour être craint, il faut être... Pour être libre, il faut être craint. Tu t'imagines qu'il y a des soi-disant chefs d'État noirs à l'intellect épais qui se disent que pour être libre, il faut être ami de Macron. Qu'est-ce que tu en penses? Macron dit, je vais renforcer mon armement pour défendre mon pays, pour défendre mon peuple. Et il compte même sur ces nègres-là. Si ça chauffe, ils vont l'aider. Et le chef nègre est assis avec un chapeau comme toi, comme ça, en train de dire, ah, moi je suis ami de Macron, je n'ai pas besoin de chars, je n'ai pas besoin d'avions. D'ailleurs, quand mes ennemis bougent un peu, on connaît les avions qui vont venir les canarder. Mais attends, tu trouves ça normal? L'Afrique, aujourd'hui, nous sommes dans le même bain, nous sommes noirs. On doit s'entendre. Si quelqu'un croit, s'il y a un seul noir, surtout dirigeant qui croit, que lui, les Blancs l'aiment, et les Blancs vont le sauver, et sauver son pays et son peuple, c'est que ce type-là, il faut le pendre par les couilles. Les Blancs n'aiment personne, les Blancs ont des intérêts, ils le prouvent. Quelqu'un va attaquer le Venezuela, ça fait 303 milliards de barils de pétrole visqueux, il veut ça, il le dit. Aujourd'hui, il veut prendre le Groenland parce qu'il y a beaucoup de terres rares. Il le dit. Les Français ne le disaient pas quand ils sont venus braquer le Sahel. Ils n'ont pas dit qu'on est venu pour l'or, pour l'uranium. On vient lutter contre les terroristes. Il n'y avait pas de terroristes au Venezuela. Est-ce qu'il y a des terroristes au Groenland? Donc, au moins, Trump, lui, il est honnête. Il est direct. Et si on veut vous mentir, on vient vous enfumer avec des soi-disant terroristes qu'on a envoyés soi-même. Et on se fait, le pyromane se fait pompier et les Noirs sont assis là, on lui donne champagne, il boit. Ah, moi je suis ami de Macron, il ne faut pas t'amuser avec moi. Mais
vous allez partir en débandade avec Macron. Didier Alorou, Voilà. entre ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de blindés et ceux qui auraient acquis de nouvelles armes, dont des missiles balistiques, la vérité se trouve où? Non, mais vous savez que pendant longtemps, les pays africains et essentiellement ceux de la CEDEAO ont pensé que leur sécurité devrait être sous-traitée. C'est-à-dire que, et même si vous prenez la lutte antiterroriste, il y a beaucoup de pays qui pensent qu'ils signent des accords stratégiques avec la France, avec tel pays, et qui pensent que ces gens-là vont nous aider. Mais est-ce que vous savez que en matière d'armement, il y a quand même des pièges dont on ne nous parle pas. Mais même les chasseurs ou les avions de chasse américains que certains occidentaux achètent, savez-vous que ces avions-là ne peuvent même pas décoller sans l'autorisation. Si depuis les États-Unis, on n'envoie pas un code pour permettre à l'appareil de décoller. Donc, en réalité, on est dans une situation où il faut se protéger et il faut être indépendant parce que c'est seulement à ce prix-là que réellement on peut dire que vous êtes capable d'assurer votre propre sécurité. Je n'aime pas souvent, je n'apprécie pas souvent, moi, en tant que quelqu'un qui soutient l'AES, je n'apprécie pas souvent les déclarations d'Emmanuel Macron. Mais sur ce coup, il a raison. Ça, il nous rappelle brutalement comme ça que pour être libre, il faut être craint. Ça veut dire qu'effectivement, les pays africains doivent reconsidérer d'abord leur perception de la sécurité, leur perception de la lutte antiterroriste. Oui, mais ma question, dans la course aux armements, est-ce que les pays africains ne sont pas trop en retard pour vouloir aujourd'hui combler ce vide? Parce que l'Iran, on ne peut pas imaginer le nombre d'armes balistiques que l'Iran a, le Venezuela, mais ça n'a pas empêché que ces pays soient violés. Le Venezuela, les Chinois et les Russes y ont mis leurs meilleures armes anti-aériennes, mais ils ont été trahis par un général qui était l'homme de confiance de Maduro. Quand tu as des chiens comme ça, tu es un chef d'État, tu as un chien comme ça qui mange avec toi matin, midi, soir, qui te vend contre de l'argent. C'est sûr qu'on lui a donné une villa en Californie, on a envoyé ses enfants et ses femmes faire les putains à San Diego, il est content, oui, on va vendre Maduro. Tu es général, tu vends ton chef, tu es maudit à vie sur 10 générations. C'est-à-dire que ta descendance là, vous êtes maudit sur 10 générations. Oui, mais les traites, il y en a partout. Donc... Mais sur non, non, attends, ça dépend du niveau de la trahison quand même. Donc, il ne faut pas dire que le Venezuela avait des armes, mais non. Si quelqu'un aujourd'hui, c'est vrai que par exemple le Burkina avait des armes balistiques, mais quand il faut les utiliser, si celui qui doit donner le top départ est un traître, mais c'est comme si tu avais acheté des choses, des arbalètes, ça ne sert à rien. Donc, il faut, nous l'avons dit ici la dernière fois, il faut former les gens, il faut fortifier l'âme et le cœur des Africains et que la vue d'un billet d'$1 ne te change pas la mentalité. Il faut fortifier les Africains. La dernière fois, on parlait ici des gens, il dit qu'il a reçu 8 millions. Mais on donnerait même 8 milliards de dollars. J'ai dit milliards de dollars à Traoré, il ne trahirait pas son pays. Sinon, s'il voulait 8 milliards de dollars, c'était vite fait, vite. Et il rassemblait ça, on chargeait un Boeing 747. Il y a encore de la place dedans pour mettre Traoré, sa femme et ses enfants, et ils vont là où ils veulent au paradis. Donc, si on ne fortifie pas nos mentalités, toutes nos luttes seront vaines. Tant que l'Africain ne prend pas conscience de qui il est et où il va, tout ce que nous disons ici est vain. Didier, passons à un autre axe de cette émission. Est-ce que cette rumeur, si ça se confirme, est-ce que ça ne va pas provoquer un effet domino, c'est-à-dire la course aux armements en Afrique de l'Ouest? Mais ce n'est pas ça qui va provoquer un effet domino. C'est la situation qui l'exige. C'est le contexte sécuritaire dans lequel nous sommes qui l'exige et beaucoup plus la nouvelle donne qu'on est en train de voir en matière de violation flagrante du droit positif international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où une puissance peut jeter son dévolu sur un pays et prendre... Mais regardez un peu ce qui se passe sur le Groenland.
Mais Trump est en guerre, ou si vous voulez, il est en compétition avec ses propres alliés. C'est-à-dire que s'il traite même ses propres alliés de cette façon-là, voilà. Qu'en sera-t-il de nous autres qui ne sommes pas, les pays africains qui ne sont pas ses alliés directs? Qui ne sont même pas vus comme des hommes. Qui ne sont même pas vus. Mais regardez, on parle d'une alliance, de l'Alliance Atlantique, non? On parle de l'OTAN. Et puis, parce que Trump veut les richesses qui sont dans le sous-sol du Groenland, il dit, je veux l'acheter. On dit non, ce n'est pas à vendre. Il dit, si vous ne voulez pas vendre, moi je prends ça de force. Et l'argument qu'il avait donné, c'était que sa sécurité, enfin la sécurité des États-Unis était menacée et que l'Union européenne n'était pas capable d'assurer la sécurité au niveau du Groenland. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, certains ont envoyé quelques militaires pour dire, bon, on va s'informer, on va regarder un peu comment on peut renforcer la sécurité au Groenland. Trump a dit que c'est de la Trump blague. a dit que c'est très dangereux. C'est une blague. Et il les menace de droits de douane. Attends. Donc, est-ce que vous voyez un peu, est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? Ça veut dire qu'en réalité, ce qui intéresse Trump, ce n'est ni la sécurité du Groenland, ce n'est rien du tout. C'est effectivement ce que le Groenland regorge. Oui, mais bon, avant votre réponse, vous, un as de la géographie, pourquoi facilement Trump veut mettre le grappin, la main sur le Groenland? Parce que c'est proche géographiquement, ou demain, Trump peut se dire, j'ai un territoire en Afrique ou dans l'océan Indien, je peux aller chercher. Il a déjà dit au président du Nigeria, Tinubu, de regarder ses arrières. Il lui a dit ça. Tu comprends? Mais c'est ça que nous disons. Pourquoi les Africains sont encore dans le sentimentalisme? On vous dit, gérez vos pays et gérez vos biens de telle sorte que vos peuples soient heureux et vous soutiennent à la vie, à la mort. C'est tout. Trump veut que les Américains dominent le monde. Pas seulement qu'ils soient riches, mais qu'ils dominent le monde. S'il tient le Groenland, malheureusement, le Venezuela, il a avalé trop gros. Ça tient actuellement à la gorge. Les gens ont déclenché des guérillas qui ne peuvent pas se remonter. Il va se retrouver dans un autre Vietnam. Donc, la géographie, effectivement, quand tu regardes où se trouve le Groenland, à gauche, sur la carte à gauche, tu descends au Canada et États-Unis. Et à droite, tu as les Européens. Le Danemark, qui est un très beau pays. Un pays sans problème. Le Danemark est un pays sans problème. Moi, ça me fait de la peine que quelqu'un se lève pour arnaquer, pour défier un pays aussi calme, un pays aussi pacifique. Qui est en plus son allié, il faut préciser. Excellence, mais le vrai problème, est-ce que ce n'est pas que le Groenland doit appartenir au Groenland? Pourquoi au Danemark? Si le Danemark peut le prendre, les États-Unis aussi peuvent le revendiquer. Oui, tu as raison. Et le Danemark, quelque part, malgré toute l'admiration que j'ai pour eux, quelque part, il y a le karma qui joue. Est-ce que tu sais, c'est grave, hein, que les Danois ont stérilisé les femmes des Inuits, c'est-à-dire que les populations autochtones du Groenland. Ils les ont stérilisées pour qu'il n'y ait plus beaucoup d'Inuits, pour que ce soit eux qui occupent les terrains. Malheureusement, le Danemark, ce n'est pas la Californie, on ne peut pas aller s'installer comme on veut, il fait très froid. Donc, le Danemark a fait, par exemple, ce que les gens ont fait en Nouvelle-Calédonie. On dit on attend le référendum et puis on va noyer le pays avec les gens qui vont voter positif, quoi. Donc, on a stérilisé les Inuits pour que les Inuits ne soient pas nombreux. Si aujourd'hui ces Inuits étaient nombreux, pouvaient voter et voter pour le Danemark, ça aurait retenu Trump. Trump sait très bien que s'il y a aujourd'hui un seul Inuit au Danemark, il va voter pour l'Amérique en souvenir de tout le mal que les Danois leur ont fait. Oui, mais pour arrêter toute cette pagaille, Didier Alaoui refermant cette parenthèse, est-ce que chaque pays ne doit pas se contenter de son territoire? Arrêter que la France dise que la Nouvelle-Calédonie lui appartient, même les Mayotte, la Guyane, etc. Les États-Unis qui recherchent Groenland vont aller déranger le Venezuela. Pourquoi chacun ne peut pas rester dans son territoire? Non. Quand on dit chaque fois sur ce plateau ici, quand on traite la France, ces grandes puissances des pays impérialistes, les gens ne nous croient pas. Voilà l'exemple patent.
Et je pense que l'appétit de Trump pour le Groenland exprime, si vous voulez, le retour sauvage de l'impérialisme, y compris en leur propre sein. C'est-à-dire que Trump est animé par une certaine folie de grandeur. C'est-à-dire que lui, ce serait à sa gloire de laisser les États-Unis plus grands lorsqu'il est passé à la tête de ce pays. C'est-à-dire que l'histoire retiendra que c'est Trump qui est venu élargir la carte des États-Unis. Donc ces puissances-là sont toujours à la quête d'espace. Est-ce qu'il veut faire du Groenland un territoire américain? Mais justement, c'est son désir. Il a proposé. Il a proposé de racheter le Danemark. Mais je vous rappelle que le Groenland, je vous rappelle que les États-Unis ont quand même déjà une base militaire là-bas. Ouais. Et les États-Unis ont signé de multiples accords déjà avec à la fois le Groenland et le Danemark, et de manière que ça dit que les États-Unis peuvent envoyer autant de militaires qu'ils veulent aujourd'hui là-bas pour assurer la sécurité. La question, c'est pourquoi racheter, pourquoi mettre le Groenland dans les États-Unis pour que le Groenland ne fasse plus partie de l'Union européenne. Et c'est ça la question, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde où les grands essayent de manger les petits, on veut élargir sa carte, on a besoin de plus d'espace. Donc, il y a cette soif d'espace et d'élargissement de carte des pays qui est malheureusement revenu. Mais quand on parle du Groenland, c'est un pays qui est plus grand que la France, hein, l'espace du Groenland. C'est plus grand, hein, ça dit que ça fait 4 ou 5 fois. Donc, c'est un pays qui est à peu près, qui a les mêmes, si ce n'est pas plus grand que le Niger, parce que le Niger fait 3 fois et demi la France. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas un petit pays dont on est en train de parler. Gilles, vous savez, moi, les Européens, ils sont pathétiques. Ils veulent jouer avec les États-Unis comme ils jouent avec les Africains et la Russie. Le mensonge, la propagande, la manipulation, non. Et puis on dit qu'on a envoyé combien? La France a envoyé 15 soldats. C'est une aventure de pied nickelé. Qu'est-ce que vous revendiquez? Vos pays sont déjà occupés par les bases américaines. Une base de plus ou de moins au Groenland. En quoi ça dérange la France, l'Allemagne et l'Angleterre, puisque tous vos pays sont infestés par des bases américaines? Mais soyez sérieux. La seule chose qu'il devait dire à Trump, chef, viens, nous, on n'a pas de problème. Prends ton Groenland. Il faut y mettre, si tu veux, 120 bases militaires, comme tu en as mis chez nous d'ailleurs. Est-ce que les bases militaires empêchent les Français, les Allemands, les Anglais, les Tchèques, les Polonais, tout ce petit monde européen surexcité là? Est-ce que ça les empêche de vivre? Est-ce que cette affaire de Groenland peut déclencher une rupture entre l'Europe et les États-Unis? Non, je pense que la réponse est non, parce que l'Europe ne peut en aucun cas l'Europe ne peut en aucun cas livrer aucune guerre aux États-Unis, parce que tout ce qu'ils ont aujourd'hui en Europe, comme avions, comme munitions, tout, absolument tout, presque tout, vient des États-Unis. Il ne s'agit pas forcément de guerre, mais de fâcherie et de séparation. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont dépendants des États-Unis. Ils ne peuvent pas. Là où l'Europe est aujourd'hui, c'est incroyable. Les Américains, c'est des gens qui sont réfléchis et ils voient loin. Les Américains voyaient loin quand ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour les opposer d'une manière irrécupérable aux Russes. Tu comprends? Donc aujourd'hui, l'Europe est entre les Russes et les Américains. C'est-à-dire qu'ils regardent devant, ils voient l'aigle américain qui veut le prendre, ils tournent la tête, ils voient l'ours russe qui veut le prendre. Voilà dans quoi l'Europe se trouve aujourd'hui. Trump l'a dit la dernière fois, il dit qu'il ne comprend pas. Comment vous êtes chez vous, on vient vous tromper, on dit de refuser l'énergie russe, vous refusez, et vous payez 4 fois le prix de l'énergie, vos économies tombent, vos populations souffrent. Trump dit lui, il ne ferait jamais ça. Et il a raison. Voilà un dirigeant. Donc, si je vous comprends bien, vous demandez à l'Europe de retourner vers la Russie. Mais ce n'est pas de retourner. La Russie, l'Europe, ça forme un bloc, c'est le même territoire. Tu peux prendre ta voiture comment on dit ça, à Marseille, rouler jusqu'à Vladivostok. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est la nature. Et le bon sens chez un homme qui est doté de bon sens, commence d'abord par respecter la nature. Absolument. Voilà. Alors, pour revenir à nos missiles continentaux, imaginaires ou non, pour terminer cette première partie, je voudrais qu'on interroge le rôle des partenaires Russie, Turquie, Chine, qui équipent le Burkina véritablement et à quelles conditions, Didier Alao?
Ah non, c'est comme vous le savez, les pays africains, mais même l'OTAN a été monté à cette fin-là. C'est pour assurer mutuellement leur défense, mais il se trouve qu'aujourd'hui, l'Europe est totalement dépendante des États-Unis. Donc, c'est pour vous dire qu'aucun pays, qu'il soit fort ou non, est toujours obligé de signer des partenariats et d'acheter des armes. Donc, le Burkina particulièrement, et avec les pays de l'AES, aujourd'hui, achète beaucoup de systèmes, beaucoup d'armements. J'ai appris que le Niger a acheté des satellites également ces derniers temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Le Niger. Oui, c'est un grand pays. Bien sûr, le Niger est en train de se... C'est un projet qui date de 2024. Le Niger est en train de se doter de satellites et il n'est pas le seul pays. Il y a déjà 18 pays sur le continent africain qui ont déjà des satellites. Mais ce que le Niger veut avoir, c'est vraiment des satellites de surveillance et de renseignement parce que son territoire est vaste et le territoire de l'AES également. Donc, il faut pouvoir être capable parce que jusque-là, les renseignements viennent de partenaires. Donc, si l'AES, un pays de l'AES peut apporter les informations directement, je crois que ça va booster la lutte antiterroriste. Donc, il faut les féliciter, les encourager. Si les pays de l'Europe sont en train de multiplier leur armement, ce n'est pas en Afrique qu'on va demander aux gens de ne pas s'armer. Je suis venu ici avec une fiche sur laquelle j'ai noté les pays qui sont les plus lourdement armés. Vous les connaissez, qui ont le plus lourd budget de défense. C'est d'abord les États-Unis. Dans le monde. Dans le monde, La voilà. Russie, la Chine. La Chine en deuxième position, la Russie en troisième position. Et la France et autres ne viennent qu'en 5e ou 6e position. Donc, c'est pour vous dire que le contexte actuel exige effectivement que l'on possède des armes. Maintenant le deuxième volet de la question que vous me posez, c'est comment? C'est-à-dire, vous voulez parler des moyens financiers. Bon, donc je crois qu'il y a, en cette matière, il y a un exemple qui a vraiment marché avec le Niger, pour contourner les sanctions de la CEDEAO et de toutes les institutions financières, le Niger à l'époque avait fait du troc avec la Chine sur le pétrole. Donc aujourd'hui, c'est que ça a été rendu officiel. Ça a toujours été comme ça souvent. Hein, les gens vous donnent des armes et en contrepartie, ils prennent des ressources, des matières premières. Donc aujourd'hui, les pays de l'AES ont beaucoup de matières premières et puis sur lesquelles ils peuvent faire des échanges, du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Donc il y a cette possibilité parmi tant d'autres. Vous savez également que les 3 pays sont dotés d'un fonds de souveraineté. Les citoyens, il faut les féliciter, hein, les peuples de l'AES, hein, les citoyens, en tout cas les salariés, il y a un prélèvement à la source. Dans certains pays, c'est 1%, dans d'autres pays, c'est 2%, etc. Et puis, quand vous prenez le Niger, par exemple, il y a le fonds de solidarité où les bonnes volontés, les diasporas, les sociétés étatiques, les sociétés privées ont spontanément décidé d'apporter leur contribution. Donc, périodiquement, ces sociétés vont pour apporter leur contribution. Et on a vu même souvent que c'est un système qui est instauré, mais qui est vraiment traçable, puisque c'est fait publiquement à la télévision nationale. Oui, mais et tous dans ceux qui viennent apporter leur conjoncture économique défavorable, oui. Est-ce qu'il faut se saigner encore pour acheter des armes? Finalement, est-ce qu'on ne donne pas raison aux autres qui ont d'autres coopérations et qui se font aider? J'ai appris la dernière fois qu'on a donné un avion de surveillance à un pays voisin, même si de chasse de criquet là. L'avion, même si ça date de 1982. Il dit c'est un avion de chasse contre les criquets. Non, il semble que les États-Unis ont récemment doté certains pays d'armement. Non, la France aurait donné un avion. Non, moi je parle des États-Unis. Il y a certains pays voisins qui ont été dotés. Dans la conjoncture économique difficile, est-ce qu'il faut gaspiller l'argent à acheter les armes? Tu connais le pays le plus endetté du monde? Les États-Unis? Merci. Est-ce que quelqu'un s'arme plus que les États-Unis? Qu'est-ce que Macron vient de dire? Plus de 60 milliards d'euros pour l'armement. Tu connais l'endettement de la France aujourd'hui, quand les gens sont obligés de s'aligner pour manger dans les poubelles dehors?
Mais donc, si vous raisonnez comme ça avec les Africains, et au lieu d'acheter les armes, on continue de prendre l'argent pour aller acheter des appartements à Paris, mais on ne va pas s'en sortir. Il faut acheter les armes. On doit être comme Israël. Tous les jeunes garçons, les jeunes filles, chacun marche avec une mitraillette en bandoulière. C'est comme ça qu'on devait vivre en Afrique. D'abord, il y a une perception qu'il faudrait corriger. Parce que vous semblez avoir posé la question en voulant sous-entendre que les pays africains n'ont pas beaucoup de moyens et que le contexte économique est difficile. Ce n'est pas moi qui sous-entends, c'est un président, notamment Benoît, qui l'a dit, qui n'a pas d'argent pour acheter les blindés. Mais bien sûr. Et la dernière fois, il s'est fait aider par un hélicoptère, dans la réalité, un avion de surveillance. Oui, mais il se trouve que réellement, où est-ce que les autres pays là trouvent les moyens, les impérialistes? C'est en Afrique qu'ils viennent chercher beaucoup de moyens. Donc, il faut qu'on arrête de croire que nous n'avons pas, que nous ne sommes pas riches. C'est faux. L'Afrique est bien riche. Nous avons beaucoup de ressources en Afrique. Tant que tu as un deal avec les terroristes, tu ne peux pas gaspiller l'argent à acheter des armes puisque les terroristes évitent de t'attaquer. Mais même au-delà d'un avion de 82, est-ce qu'il peut être efficace à l'ère des drones en 2000? Non, ce n'est pas l'âge de l'avion qui pose problème là. C'est quoi l'objectif? C'est-à-dire que l'avion là a été conçu pour quoi? Pour chasser les criquets. Est-ce qu'il y a des criquets dans le Sahel? Est-ce qu'il y a des criquets dans un pays côté en Afrique de l'Ouest? Bon, je ne sais de quoi vous parlez. Oui, oui. Donc, si les Africains veulent qu'on continue de les piétiner, de leur marcher sur les couilles, matin, midi, soir, et ils font semblant que ça ne fait pas mal. Ah, hey, Macron, viens, nous on est là, tu peux nous marcher sur les couilles, matin, midi, soir, c'est la démocratie, nous on est démocratiquement élus, ça veut dire qu'on est directement connecté à l'Élysée. Il n'y a pas de problème. Les terroristes peuvent suivre nos soldats dans la brousse là-bas, ce n'est pas notre problème. D'ailleurs, nous on ne vient pas de la brousse. Voilà. Alors, pour boucler cette première partie d'Idi Alou, en définitive, le chemin pris par le Sahel aujourd'hui, les satellites au Niger, peut-être armes balistiques au Burkina Faso, est-ce que l'acquisition de ces armes rend le Sahel plus sûr et plus stable ou plus instable aujourd'hui? Non, ce qui est sûr est que c'est des efforts qui sont consentis. Et il ne faut pas demander que ces efforts payent tout de suite et maintenant. Et nous sommes l'AES aujourd'hui est inscrite dans une logique de travail permanent et qui va donner certainement. Il y a des résultats qui se font déjà sentir aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres résultats qu'il faut mesurer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, mais même les grands pays développés aujourd'hui dont on parle n'ont pas fait tout cela en 2 ans, en 3 ans. Donc, il faut laisser l'AES continuer. C'est déjà bien de pouvoir lancer des satellites propres. C'est déjà bien de pouvoir disposer des armes balistiques. C'est déjà bien de pouvoir disposer d'avions de chasse, etc. Donc, on mesurera l'impact de tout ceci dans le temps et dans la durée. Il faut être patient. Le développement nécessite aussi un travail acharné, mais un peu de patience aussi. Alors, il faut quand même mesurer le chemin parcouru par ces pays qui manquaient hier de Kalachnikov aujourd'hui, qui auraient acquis des missiles balistiques. Oui, je vais te donner une réponse. Tu vas croire que je passe à côté. Je ne passe pas à côté. Les Kalachnikov en bois qu'on leur donnait pour entraînement, c'est la conséquence du franc CFA. Le franc CFA a été conçu justement pour empêcher ces pays de pouvoir s'armer. Ils vont s'armer comment? Puisqu'il faut que ce qu'ils veulent acheter passe par la Banque de France, soit converti en dollars pour acheter les armes. Donc le franc CFA était une arme contre l'armement militaire de ces pays. Donc, quand dans un pays, au XXe siècle, XXIe siècle, on donne des fusils en bois aux soldats, aux vrais soldats, je ne te parle pas des enfants qui s'amusent dans la cour de récréation, le pays qui a vraiment défié la honte pour faire ça à des Africains, et après ils viennent nous parler de démocratie et de droits de l'homme, je crois que les Africains quand même doivent ouvrir un peu leur cerveau. Des armes en bois pour s'entraîner. Parce que l'arme, quand tu prends un AK-47, son poids, avec ou sans chargeur, mais c'est tout ça qui détermine ton entraînement. Parce que quand tu la prends, tu sais ce que tu as pris. Maintenant, puisque tu t'es entraîné sur du bois, est-ce que le bois a le même poids que l'AK-47? Donc, ça veut dire que ces soldats ainsi préparés étaient destinés à se faire massacrer gratuitement au nom de la démocratie, méthode CEDEAO. On dirait que son Excellence a une fois fait l'école de guerre
Mais ça, c'est un autre chapitre qu'on va ouvrir un autre jour. On marque une pause. Chez moi, tous les hommes naissent guerriers. Et une nouvelle édition de journal. On se retrouve dans 10 minutes pour la seconde partie de New World Forum. Je vais relayer les nombreux messages que vous avez déjà envoyés. À tout de suite.